En 2022, Lucien Guyot, natif de Saint-Bonneau, confie à Jacques Tréfouel une vingtaine de feuillets relatant son enfance à Saint-Bonneau pendant la guerre. Ces notes sont à l'origine de ce film. Je n'ai pas de souvenir précis avant 1939. Je me souviens que ma mère donnait des cours de couture à l'école une fois par semaine. Je l'accompagnais et je me souviens très bien de la boîte magique. L'institutrice, à l'aide d'une lumière, actionnait des sujets à travers une vitre et tous ces sujets donnaient l'impression d'être vivants. L'hiver, un feu de bois réchauffait la salle. Les élèves les plus âgés venaient 1 heure avant l'ouverture de l'école pour allumer le poêle, pour que l'école soit un peu chaude. Chacun devait retirer ses sabots et enfiler des chaussons pour éviter le bruit. On n'était pas chaussés comme actuellement. On mettait ça vers la porte, comme ça. Puis on emmenait nos chaussons. Les récréations étaient écourtées. La corvée de bois permettait d'alimenter le gros poêle qui se trouvait au milieu de la classe. C'était un grand poêle Gaudin qui chauffait au centre de la pièce, au centre de l'école. Et puis c'était la maîtresse qui mettait du bois ou les grands garçons. Il y avait beaucoup quand même d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants de l'assistance publique. Toutes les familles avaient presque un enfant ou deux. Mai 40. Après une année de drôle de guerre où les soldats français et allemands se sont regardés de part et d'autre de la ligne Maginot, sans offensive notoire, Hitler lance sa guerre éclair sur l'ouest de l'Europe. Les armées françaises et alliées, débordées, battent en retraite. Les populations civiles du Nord, paniquées, fuient l'avance allemande. La période appelée la débâcle vit arriver à Saint-Bonneau les gens du Nord, croyant fuir l'avance de l'armée allemande. On avait peur de ces personnes-là, parce que c'était comme un vrai défilé sur la route. Il y en a qui avaient un cheval ou un âne, leur petite charrette était tirée, il y avait même des voitures d'enfants. Et ces personnes-là passaient pour aller à Prémery et aller plus loin après. Et on s'enfermait, je m'en rappelle, on fermait les portes et les fenêtres, parce qu'on avait peur de ces personnes-là. Tous ces gens arrivèrent avec peu de bagages, il fallait s'organiser pour les loger. Toutes les vieilles maisons étaient mobilisées pour les loger. Toutes les vieilles maisons, il n'y avait aucun confort et ils étaient là. Tu vois la maison de M. Séguin, là, eh bien au bout, il y en avait des réfugiés là, puis au presbytère. Nous avions une maison vide où s'installa toute une famille. Je me souviens de leur nom, les Lanzeret. Ils venaient de Villers-Cotterêts. Chez les Lambert, une maison vide hébergea une autre famille originaire des environs de Boulogne, les Pinat et leur fille Ginette. C'était la dernière de la famille, elle était de mon âge. Et puis avec Marie-Thérèse, Marie-Thérèse Lambert, c'était notre petite copine. Le père était cordonnier, ce qui fit le bonheur des habitants. Ce sont les seuls qui restèrent à Saint-Bonneau après la guerre. Les autres regagnèrent leur pays. L'effectif de l'école augmenta, nous étions environ une quarantaine. L'institutrice nous expliqua pourquoi ces enfants étaient arrivés à Saint-Bonneau. On était 45 à l'école. Il y avait les petits réfugiés. Ils venaient du Pas-de-Calais. Ils ont fui les bombardements. Pour nous, on devait les accueillir. C'était un peu dans nos pas d'obligation, c'était comme ça. On les accueillait comme des enfants qui venaient à l'école. C'était des enfants qui jouaient avec nous. C'était des petits enfants comme nous qui fuyaient la guerre. Le 14 juin, les Allemands entrent à Paris. Le 25 juin, l'armistice est signé. C'est à ce moment que les Allemands arrivent dans la Nièvre et leur chemin passe par Saint-Bonneau. Meinst du, wir sind bald da? Ich glaube, es geht nach Saint-Bonneau. Bei dem Tempo wissen selbst die Offiziere nicht genau, wo wir heute Abend schlafen. Je me souviens très bien de l'arrivée des Allemands à Saint-Bonneau. La rumeur survint au début de l'après-midi. Ils arrivèrent de Châteauneuf et s'installèrent à la Vénerie. Pour nous gamins, c'était une curiosité.
On se précipita jusqu'au cimetière, mais mon père me rattrapa et me fit rentrer à la maison. Ich glaube, hier werden wir es gut haben. Ja, dieses Dorf wirkt ruhig. Une compagnie d'une dizaine de soldats s'installa à la cure. Ils se montrèrent gentils avec la population. Le mari de l'institutrice, Madame Salmon, parlait allemand, ce qui simplifia les rapports. Ils n'étaient pas tellement nombreux, peut-être 3 ou 4 ou 5, je ne peux pas dire là. Mais je sais qu'ils étaient au presbytère. C'était pas des méchants quand même, non. Je me rappelle pas d'avoir entendu dire qu'ils étaient non hargneux, non. Il y avait toujours 2 Allemands, les gardes, qui passaient là sur la route de Prémery, qui faisaient leur garde, qui marchaient au pas, tous les deux, leurs fusils sur l'épaule. Alors, quand on était enfant, histoire de s'amuser, on se mettait derrière eux et on se mettait dans leur pas quand ils marchaient au pas. Et un jour, il y en a un qui s'est arrêté net parce qu'il savait qu'on était derrière. On est tombé sur les genoux des Allemands. Mais les Allemands riaient, ne nous faisaient pas de mal. On les voyait des fois se promener, mais je pense pas, il n'y a rien de particulier. Ils ne doivent pas avoir fait des dégâts. Le soir, ils faisaient des rondes. On entendait les pas avec les chaussures à flanc. Et puis, je m'en souviens, un jour, un soir, on avait un chien. Il aboyait. Alors, ils sont tapés dans les volets, à grands coups dans les volets. On a eu peur. Alors, c'était le chien. Alors, il fallait faire rentrer le chien. Puis, il y avait le couvre-feu. Pour ne pas que les Allemands, des fois, voient que notre maison était éclairée, qu'il y avait quelqu'un dedans, il y avait des rideaux. Et à partir d'une certaine heure, les fenêtres étaient entièrement masquées pour pas qu'on voie la lumière du dehors. 2 fois par semaine, ils organisaient un déplacement à Prémery pour les habitants. Ça veut dire que le samedi, ils mettaient leur camion à disposition pour emmener les personnes au marché à Prémery. Maman ne l'a jamais pris. Je ne me souviens pas d'y être allée non plus. Non. Mais un jour, il y en a un qui est venu vers moi, puis il m'a pris sur ses bras. J'étais pas hardie, j'aime mieux dire que j'étais raide, hein. Puis il m'a embrassée. Je dis... Alors, mon papa, il m'a dit, t'as pas fait de mal. Non. Enfin, comme on avait un petit peu peur, on avait d'appréhension. Alors, le lendemain, il m'a repris, puis il m'a donné des bonbons. C'était des gros bonbons ronds, comme ça, jaunes. Et puis, il pleurait, le pauvre. Alors, ça m'avait fait quelque chose de le voir pleurer. Je me dis, pourquoi? Il nous a fait comprendre, il parlait pas très bien, qu'il avait une petite fille de mon âge. Et qu'il avait laissée en Allemagne, bien sûr. Alors, en me voyant, il pleurait. Ça m'avait fait quelque chose, là, je me rappelle, à ce moment-là, oui. Ma sœur Marguerite, âgée d'une 20aine d'années, attira l'attention d'un jeune soldat qui nous dit « Je suis autrichien, je m'appelle Hubert Simon ». Mon père mit rapidement fin à ses visites. Écoutez, dans les Allemands, si on faisait rien, ils disaient rien. On avait un peu de respect, de respect puis de la crainte, surtout. Parce qu'on se disait, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Alors, ils étaient peut-être pas plus mauvais que les autres, je ne sais pas, mais enfin bon. On avait quand même une crainte, si. Puis circuler des bruits, pas toujours vrai. Alors, ça se met la panique. C'était pas la guerre entre nous, si on veut bien. C'était... puis on obéissait aussi. Il faut dire que les parents obéissaient aux Allemands. Les Allemands demandaient des œufs, demandaient une volaille. La famille obéissait aux Allemands. Hein. C'était un respect, si on veut. Plus un respect de peur. C'était ça. Une fois par mois environ, une battue au sanglier était organisée par les Allemands. Les fusils étaient prêtés par un officier sous la responsabilité du garde forestier, M. Porte. Les sangliers faisaient des ravages dans les champs de pommes de terre. Pour les Allemands, cela réduisait les volumes à réquisitionner. La battue terminée, les fusils et munitions étaient récupérés par l'officier. La viande était distribuée aux gens du pays. Celui qui abattait son sanglier avait une ration plus importante et souvent il accrochait la peau sur la porte d'une grange, ce qui faisait le bonheur des oiseaux.
Alors après, question de l'acquisition, c'était les vaches, les chevaux, les trucs comme ça. Oui, là, on était obligé d'y passer. Hein. Ma grand-mère avait 6 poules, il fallait qu'elle donne 6 œufs tous les jours. Alors que les poules pondaient pas. Et ma grand-mère était obligée d'aller acheter des œufs à la ferme pour pouvoir les donner aux Allemands. Alors vous voyez un peu où on en était. Oui, les Allemands venaient toujours demander quelque chose. Et puis, un jour, il y en a un, il a montré l'alliance à maman, puis il lui a demandé où était son mari. Elle a dit en Allemagne. Alors il a dit « Ah, Allemagne !» Alors ils étaient compréhensifs un peu, ils comprenaient. Au bout d'un mois environ, les Allemands quittèrent Saint-Bonneau, mais demeurèrent à la vénerie. Lors de cette période, les enfants en besoin d'assistance sont de plus en plus nombreux. L'inspecteur des enfants assistés qui habite à Prémery, M. Rouleau, en amenait toutes les semaines environ une dizaine. C'était surtout des petits-enfants juifs dont les parents étaient partis dans les camps de concentration. Et ces petits-enfants, M. Rouleau les plaçait dans les familles à Saint-Bonneau qui voulaient bien les prendre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'indemnité pour les garder. Il y avait le capuchon, le petit pantalon et le tablier d'écolier. Ma grand-mère en a élevé quand même 12. Et ces enfants ne restaient pas très longtemps dans la commune, ils étaient changés pour ne pas que les Allemands les retrouvent. Leur nom était souvent changé. Et alors le curé Bion, dès qu'il y en avait une dizaine qui arrivaient, le curé Bion venait et les baptisait. Comme ça, c'était les petits Français. Le 8 septembre était le jour du pèlerinage et la fête du village. Le matin, messe à la chapelle du Charme, puis l'après-midi, il y avait procession autour de l'enclos. Tout le monde chantait Notre-Dame du Charme. Ô mère, ô nom si doux. Ah oui, ça c'est très important. Parce que ça a toujours été important, le village. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens de Saint-Bonneau étaient des gens chrétiens à ce point-là, mais il y avait un grand respect, il y a toujours un grand respect pour le pèlerinage et la chapelle Notre-Dame du Charme. J'y vais pratiquement depuis que je suis née, tous les 8 septembre. À l'époque, c'était important. C'était la fête au village. C'était l'abbé Bion qui faisait ça. Moi, j'ai fait ma première communion un jour de 8 septembre. J'avais 10 ans, c'était en 41. Et le curé Bion, il avait tenu à ce qu'on fasse... voilà. Un camelot s'installait dans le bois en face et vendait ses friandises et des breloques. Des petites médailles, des petits trucs, des petits souvenirs, quoi. Il y avait aussi un camelot avec tout un déballage qui était dans l'entrée de la maison, de la cour de chez Lambert. Et c'était sur le passage des gens qui allaient à la chapelle. Et il était la journée. Mais après, il y avait la fête. Il y avait le parquet. Un chapiteau était installé sur la place. Le soir, le bal battait son plein. Je ne crois pas que ça dansait le jour du pèlerinage. C'était le dimanche. Si le 8 septembre, c'était un jeudi ou un vendredi, eh ben c'était le dimanche qu'il y avait le bal, quoi. Tous les jeudis, catéchisme enseigné par mademoiselle Odette de Ballore dans la sacristie. Du catéchisme intensif. C'était de l'histoire sainte, c'était vraiment poussé. Hein. Parce que c'était tous les jeudis à l'époque, c'était pas mercredi, c'était les jeudis pendant toute l'après-midi. Et puis le dimanche après la messe encore. Tout le monde allait au catéchisme, même les communistes. Mais enfin, c'était les enfants. Hein. Après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Mais c'était obligatoire. Il fallait aller au catéchisme pour faire sa communion. Déjà, on faisait tous notre communion. Hein. Ouais. Et puis après la communion solennelle, il y avait les persévérants, qu'elle appelait ça, les persévérants. On allait encore au catéchisme. Ah oui, elle était très gentille, hein. Elle n'était pas sévère, hein. Elle était gentille. Elle avait une petite voiture à âne. Puis son âne, il s'appelait Charlot. On allait au-devant d'elle avec une ou deux copines, tu vois bien.
Et puis, allez, mes chéris, elles disaient monter. Elles nous faisaient monter dans la carriole. Puis alors, elle priait sans doute, je ne sais pas. Puis nous, on prenait la petite baguette, puis pop, on tapait un peu sur Charlot. Parce que Charlot, il n'était pas vif, il allait tout doucement. Ah ben, elle venait à la messe à Saint-Bonneau, hein. Tous les dimanches, la messe était dite par le curé Bion avec 4 enfants de chœur. Ben, il était Giri, mais il faisait Arzambouy aussi. Oh, c'était un bon curé, quoi. Il aimait de tout le monde. Il allait chez tout le monde. Souvent, à la fin de la messe, il allait au café pour parler avec les gens. Ma grand-mère avait été servante chez lui. C'était la bonne du curé. Mais à Giry, il logeait au château. Quand ma grand-mère, j'étais avec elle, que j'allais en vacances chez ma grand-mère, on allait au château de Giry, puis alors je dormais au château de Giry. Voilà, tu vois. C'était un homme énorme, enfin, qui a fait beaucoup pour les prisonniers, à Nevers surtout. Il a aidé beaucoup les prisonniers qui étaient dans la prison de Nevers. D'ailleurs, la grotte qui a été fait construire par lui, à la chapelle, sur les pierres tombales qu'il a récupérées dans l'ancien cimetière de Saint-Bonneau, des pierres qui n'appartenaient plus aux familles, ont été mises dans la grotte avec les noms des prisonniers de la prison de Nevers. Il a été torturé pendant la guerre. Il a dû abriter des résistants. Alors la Gestapo est venue le chercher, il a été torturé à la prison de Nevers. Mais il a été relâché parce qu'il était prêtre. Pendant ce temps, en Allemagne, 1,5 million de soldats français sont internés dans des camps de prisonniers, soit environ 40% de l'armée française mobilisée. À cette époque de guerre, plusieurs hommes furent prisonniers en Allemagne. Je me souviens de Marcel Bernard, Maxime Gou, Édouard Lambert, Achille Marceau. Le papa Anne-Marie Savard, Auguste Savard, il y avait Enguerrand, Julien Voile, le papa Jean-Pierre, il y avait Bébert, Mauriès, hein? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en avait plus que ça, Hubert Vabrol. Cassio, il a été prisonnier. Mon père est resté prisonnier en Allemagne pendant 5 ans. Il est allé au début à Cassel, puis ensuite il a été au camp de Zeguenin. Au début, les lettres n'arrivaient pas. 6 mois sans nouvelles. On ne savait pas s'il était toujours vivant. Puis un jour, il y a eu des nouvelles avec les cachets des Allemands et tout. C'était censuré. Ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi. Parmi les compagnons de captivité de Marcel Bernard, il y avait Paul Cassio, des Thibaudat. Ils sont restés ensemble un bon moment. Et puis après, M. Cassio a été affecté dans un bureau parce qu'il connaissait bien l'allemand. Et puis par la suite, il a réussi à s'enfuir. Ils ont eu faim. On leur donnait du bouillon avec quelques morceaux de chou rave, des pommes de terre, un peu. C'est tout, c'est tout. Évidemment, manque de nourriture, privation, il a eu le scorbut. Il est revenu à 34 ans sans une dent dans la bouche. L'institutrice Madame Salmon avait organisé une soirée théâtrale dans l'école où participaient petits et grands. La recette était reversée aux familles des prisonniers. L'école était pleine. Il y avait des danses, ils dansaient la bourrée, ils dansaient... Enfin, c'est pas qu'on inventait, mais enfin, il y avait tout. Oui, oui, oui. D'autres communes faisaient de même, je pense à Giry, Dompierre. Tout le monde faisait un théâtre pour les prisonniers. On envoyait des colis. Alors il y avait... on se réunissait, enfin pour le moment, se réunissait au café. Et puis là, on faisait des colis. Tout le monde faisait un colis qu'on envoyait aux prisonniers. Il y avait la censure là-bas, en Allemagne. Ils étaient ouverts, les colis étaient ouverts, tout était vérifié, c'était la censure. Des sardines. La boulangerie Chambon s'arrêta au début de la guerre.
Je n'ai pas de date précise. Parce que c'est Alexis qui faisait le pain. Puis Alexis, il a été mobilisé. Hein. Alors forcément, on n'a plus de boulanger. C'est un boulanger de Châteauneuf, le Guet, qui se chargeait d'alimenter le pays. Sa voiture marchait au gazogène, avec 2 cuves sur le toit et une cuve sur le côté, remplie de menus morceaux de bois. 1 heure avant le départ, il fallait allumer cette cuve pour remplir de gaz celle qui se trouvait sur le toit. Le dépôt de pain se trouvait au café dans la salle de bal. Le pain était vendu au poids. Du pain pas très blanc, distribué avec des tickets de rationnement. C'était des rations plutôt minces. Des fois, c'était un gros pain de 3 livres. À ce moment-là, c'était des gros pains, c'était pas des baguettes. Hein. Il est aussi lourd que moi. C'était du pain pas très bon. À cette époque, le troc était de rigueur. On échangeait par exemple du tabac contre du beurre. On se débrouillait comme on pouvait. On mangeait des pommes de terre beaucoup. Le frère de ma grand-mère, Maurice Mouquot, qui mettait des collets pour les renards, pour attraper les corbeaux, attraper les renards. On mangeait ça. Alors les corbeaux, c'était encore mangeable quand ils étaient bien cuits, mais je peux vous dire que le vieux renard, c'est dur à manger. Puis il y avait les réquisitions. Les Allemands passaient voir le tas de pommes de terre, la récolte. Et puis, si on ne cachait pas un peu, ils s'en emparaient une partie. Avec les réquisitions, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait plus de commerçants. Puis comme il n'y avait pas de voiture à Saint-Bonneau, il n'y avait plus rien à manger. Ni viande, ni légumes. Maman avait 2 chevaux. Eh bien, il y en a une jument qui a été réquisitionnée. C'était pour nourrir les Allemands, il fallait les nourrir. Mais comme tout était dur et réquisitionné, les légumes, il n'y en avait plus dans le jardin. On a mangé les betteraves des lapins. Quand les betteraves ont été finies à manger, nous avons mangé toutes les orties des fossés. Le peu de blé qui nous restait était transformé en farine. On le faisait moudre à Dompierre, au moulin de M. Tramson. C'était interdit, tu avais ta ration de pain, tu devais t'en contenter. C'était... Ben non. On portait du blé la nuit, il fallait se cacher. On faisait notre trajet Saint-Bonneau-Dompierre dans la forêt, au bord de la route. Et quand on entendait un bruit, une voiture, on se mettait à plat ventre pour pas qu'on soit vu. Les frères, ils prenaient leur vélo, ils mettaient un sac et puis allez hop, ils descendaient au moulin. C'était dur pour des gamins. Il y avait quand même 4 km 500 pour aller à Dompierre. Il moulait où vous donnez de la farine qu'il avait, mais en rapport de ce qu'on avait de grains. Hein. On payait son travail et l'on apportait la farine qui servait à faire le pain que l'on cuisait ensuite dans le four de la cuisinière. Et puis du bon pain blanc, c'est qu'on se régalait, on aurait bien mangé 2 fois la ration. Hein. On avait ce qu'il fallait, juste ce qu'il fallait, mais enfin, on n'a pas eu faim. L'essentiel ne nous manquait pas. Ce qui m'a manqué le plus, c'était le chocolat. Pendant la guerre, les hivers furent rudes. 3 mois de neige et de verglas. Ah oui, il y avait beaucoup de neige. Moi, je me rappelle d'un mois de janvier, ça devait être en 1942. Tout le mois de janvier, il a été à la neige. Alors la journée, il faisait un beau soleil, le temps était clair. Puis ça gelait fort après la nuit. Hein. Le boulanger ne pouvait pas circuler. Les hommes étaient chargés d'aller chercher le pain à pied à Châteauneuf. Moi, je me rappelle, c'est mes frères qui y allaient, hein. C'était mon papa, nous. Mais mes frères, ils y allaient. Et bien, ils se réunissaient plusieurs, puis ils partaient avec un sac, puis ils rapportaient le pain. Oui, il fallait bien quand même quelqu'un se dévoue pour aller chercher le pain, autrement on n'en aurait pas eu. Hein. Les hivers enneigés faisaient le bonheur des gamins. On organisait des glissades avec nos sabots de bois ou en luge. Les glissades allaient du haut de la route de Dompierre jusqu'à la rivière. On s'amusait bien, mais c'était la fête. Hein, on faisait un bonhomme de neige, on faisait tout un tas de trucs. Hein. Voilà. Et puis on se boulait. Hein. Ah oui. À Mardi Gras, grande effervescence. Carnaval va passer.
Les grands comme les petits se déguisaient, passant dans chaque maison en agitant une boîte tirelire afin de récolter quelques pièces ou friandises, rares à l'époque. Oui, tout le monde se déguisait. On essayait de se reconnaître, mais on ne se reconnaissait pas toujours. Moi, je me suis jamais déguisée. On passait dans les maisons avec une petite tirelire. On nous donnait un sou. Une pièce ou des gâteaux ou une petite sucrerie. Puis des fois, on n'était pas toujours bien reçus, des fois, plus ou moins, ça dépend. Les gens, ils n'avaient pas toujours quelque chose à donner, hein. Ben non, c'était la guerre, mais enfin bon, on récoltait toujours une petite chose. Un grand bonhomme de paille et de fagots représentant Carnaval se trouvait à l'entrée du bois de la Brosse. On montait pas en délégation, mais presque là-haut à la brosse, heureux comme tout, et on allait faire brûler Monsieur Carnaval. Tous faisaient une ronde en chantant jusqu'à ce que Carnaval eût disparu sous les flammes. C'était une petite fête, quoi. Petite fête. À 8 km de Saint-Bonneau, Prèmery, 2600 habitants dans les années 40. Depuis 1886, une famille d'industriels belges, les Lambiotte, développe ici une activité de carbonisation des bois, permettant la production de charbon de bois et produits chimiques dérivés comme l'acétone, le formol, le méthanol, des arômes. L'usine, comme on l'appelle ici, dépasse largement ses murs. C'est le cœur battant de la région qui mobilise les bûcherons des communes voisines et structure la vie sociale. Prèmery, un pôle économique et commercial qui irrigue l'économie locale. Tous les mois se tenait la foire à Prèmery. C'était l'événement. Les fermiers s'y rendaient avec leurs animaux pour les vendre. Les animaux, c'était pas toujours tous les mois, hein. C'était surtout au mois de novembre et au mois de décembre. Oui, il y avait la Saint-Martin, les veaux, hein. Puis après c'était la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Alors là, il y avait quand même davantage d'animaux sur le champ de foire. Autrement, il y en avait peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup, disons. C'était pas... Maman allait à Prèmery de temps en temps et puis elle portait soit du beurre, des œufs, ce qu'elle pouvait, pour échanger avec des vêtements pour nous habiller, mon frère et moi. La route ne nous semblait pas si longue vu le nombre de personnes qui y circulaient. Les gens des bois de Giry, la Guingamperie, la Grand-Mare, la Poularderie, les Cafards, Saint-Bonneau, les Charnais, la Queue de Rosée. Eh oui, c'était plus agréable quand on avait plusieurs. La route n'était pas goudronnée. Une poussière blanche se dégageait sous les roues des charrettes. On partait en vélo, moi j'avais un petit vélo, je me rappelle. Ah ben elle descendait en vélo, après moi. Ah ben il y avait que ça, tout le monde n'en avait pas. On n'avait pas de véhicule, même pas de vélo. J'allais à pied à la foire de Prèmery avec ma grand-mère. Et on n'avait pas de moyens d'y aller, alors c'était Duhamel qui avait une auto grande, et puis il y avait encore des strapontins, alors il emmenait les gens qui voulaient y aller, quoi. Enfin, on le payait, et puis il emmenait les gens. On partait le matin et retour le soir avec les provisions obtenues avec les tickets de rationnement. Et on déjeunait des fois de pas grand-chose, chez Monsieur Bell. C'est lui qui passait avec sa camionnette. Alors on allait chez lui comme client, bien sûr. Et on déjeunait dans l'arrière-boutique chez Monsieur Bell. L'épicier donnait ce qu'il pouvait. Chacun venait avec son manger. À l'époque, les cafés avaient une enseigne. Ici, on peut apporter son panier. On ne payait que la boisson. En face, un marchand de vélo. Oui, Monsieur Joly. Ah ben oui, je me rappelle aussi de celui. Le vélo, à l'époque, était un engin très utile. Les enfants en rêvaient. La rue principale était très animée. Beaucoup de boutiques à l'époque. Et pour nous, gamins, c'était une découverte comparée à Saint-Bonneau. Saint-Bonneau, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Alors quand on arrivait à Prèmery, c'était... Dans toute la rue, c'était les boutiques les unes à côté des autres. Hein. Certains restaient à Prèmery toute la journée et, heureux d'avoir fait une bonne vente, dépensaient un peu de leur pactole dans les différents cafés. Peut-être bien, parce que ça c'était les grandes personnes. J'ai pas assisté, disons, hein, oui.
Non, nous, quand on avait fini avec les filles, avec mes voisines, là, on revenait. Hein. Quand on avait fait nos courses, après on revenait. Oui, oui. Prémery était une petite ville très vivante à cette époque. L'usine marchait à plein et les convois de bois tirés par des chevaux étaient nombreux. Certains charretiers étaient de Saint-Bonneau, Pirou, Lièvre, Cyramide et Bois de Giry. L'exploitation forestière était la principale activité du pays avec l'agriculture. Les grumes étaient débardées par des attelages de bœufs appartenant à un bouvier. Il y avait un appareil tout à fait curieux pour le ferrage des bœufs. On faisait entrer le bœuf à l'intérieur, on lui passait des sangles sous le ventre et à l'aide d'un treuil, le bœuf était soulevé et sa patte entravée pour la ferrer. La coupe du bois se faisait surtout en automne et en hiver, uniquement à la main. Parce que la sève redescend l'hiver, la sève des arbres redescend. Et on ne coupe jamais un arbre quand il est en sève montante. Il faut toujours que ce soit en sève descendante. Le sciage des gros arbres se faisait au passe-partout, une énorme scie constituée d'une lame d'1,50 m environ, avec une poignée à chaque extrémité. Elle était actionnée par 2 hommes. Le bois plus mince, dit la charbonnette, était coupé à la scie à monture ou coupé à la hache. Un bon bûcheron arrivait à faire un ster à 1,5 par jour. Un métier très dur en hiver. Le branchage servait à faire des fagots. Un autre travail encore plus pénible, appelé sciage de long, consistait à donner à la grume 4 faces plates, genre traverse de chemin de fer. La grume était hissée sur un échafaudage à hauteur d'homme, un scieur en haut, un autre au sol. Le scieur du haut tirait en remontant la scie, celui du bas tirait en descendant. Travail très pénible. La famille Miranda, père et fils, se chargeait de ce travail. On disait les Portugais. La plupart des familles avaient un lopin de terre, quelques vaches, un âne, un cheval, des poules, des lapins, parfois un cochon. On avait surtout un jardin, bien sûr, un jardin, et des volailles, des poules, des canards, des lapins, un cochon quand on le pouvait, et puis ceux qui pouvaient avaient une chèvre pour aussi avoir du lait, et puis une vache, c'était le minimum. Chacun avait sa petite fermette, quoi. Beaucoup comme ça. Les jeudis se passaient à récolter de l'herbe pour les lapins. On allait également dans les bois ramasser des fagots et des branches. C'était pas seulement le jeudi, c'était tous les soirs. Après l'école, à 4h30, pour avoir le droit de nos parents d'aller jouer, il fallait d'abord aller chercher l'herbe au lapin, le glaner quand c'était l'époque pour les poules, et puis casser le petit bois pour allumer le lendemain matin le poêle. Alors après, on avait le droit d'aller jouer. Quelques fermiers avaient une exploitation plus importante. Je me souviens de Morisot à la queue de rosée, Marcel Bernard, Cassio, d'Armagnac, Lambert, Gonnet, Voille. Les fermiers, il y avait quand même au moins une quinzaine, 10-15 fermiers qui avaient au moins entre 3 et 10 vaches. Alors c'était déjà beaucoup. C'était, on ne peut pas dire un riche, mais celui qui avait déjà 10 vaches, c'était énorme. Au printemps, c'était la plantation des pommes de terre, carottes, choux raves, etc. L'été, la principale activité, c'était la fenaison, la moisson, les pommes de terre à récolter, la cueillette des fruits et des légumes. Tout le monde était dans les champs. Il y avait de la vie dans les champs. On se retrouvait quand même avec d'autres voisins. Les champs étaient... c'était pas comme maintenant, le membrement n'était pas passé, les champs se touchaient, alors on faisait en même temps, quasiment. Alors bon, puis les gamins, dans chaque maison où il y en avait, on se retrouvait toujours à quelque chose près au même moment. Hein. À la fenaison, il fallait retourner l'herbe à l'aide d'une fourche 1 ou 2 fois pour qu'elle soit parfaitement sèche. On était mobilisés, enfin pas pour couper, mais pour ramasser le foin, avec le râteau et tout ça, oui. On allait faire des meules parce qu'on récoltait le foin au vrac. Je me rappelle qu'il y avait un grand seau d'eau du puits, parce que l'eau du puits était très fraîche, avec une bouteille dedans. Il y avait une bouteille d'eau et de vin pour les hommes, et puis pour les enfants, c'était seulement une bouteille d'eau
pour nous rafraîchir pendant les foins. Puis après, on rentrait le foin dans la charrette pour le mettre dans le grenier, pour tout l'hiver. La distraction consistait à grimper sur les charrettes de foin malgré l'interdiction des adultes. Moi, je me rappelle, mon père, il arrivait à me faire grimper. Et puis on venait, quand on venait d'abord sur la route d'Arzamboui ou ailleurs, on traversait tout Saint-Bonneau, j'étais bien 6 heures. Ensuite, on coupait le blé, puis l'avoine et l'orge. La difficulté consistait à coucher les épis d'une façon régulière pour faciliter leur mise en gerbe. On les assemblait avec des liens de branchage qu'il fallait tournicoter d'une certaine façon pour casser la fibre et la rendre souple. Puis passer la moissonneuse lieuse tirée par 2 chevaux. Le ramassage se faisait à la suite. Mais la moissonneuse faisait uniquement des gerbes, donc on les relevait. On était jeunes quand on faisait ça. Hein. Les gerbes étaient rentrées dans les granges en attendant l'arrivée de la batteuse, début octobre environ. C'était l'événement dans le pays. Nous allions, gamins parfois jusqu'à Chaumes, pour accompagner la batteuse. « Elle arrive !» Le bruit des roues métalliques sur les routes caillouteuses s'entendait d'assez loin. C'était presque la fête. Hein. Ça dépend d'où ils venaient. Quand ils venaient de Dompierre, on les entendait monter la verrerie. Alors, tous les gamins, on courait au-devant. C'était tout un événement. Ah oui, la batteuse, quand elle arrivait, c'était un événement. Tous les enfants étaient autour. La batteuse de marque Breloux précédait la machine à vapeur appelée la chaudière. Son propriétaire habitait Beaumont. Son nom, je crois, l'Arrivée. La batteuse était actionnée par la machine à vapeur chauffée au bois. Je sais que c'était le nez qui faisait. Et puis, il venait le matin de bonne heure pour faire chauffer la machine. Une énorme courroie reliait les 2 machines. Un énorme nuage de poussière sortait de la machine. Le battage employait une quinzaine de personnes, la paille sortait devant, le grain derrière, les sacs en toile se remplissaient avant d'être montés dans le grenier. Oui, ça faisait beaucoup de bruit. Hein. Oh là, il y avait de la poussière. Les hommes, ils ressortaient pas au bout de là-dedans. Hein. Non. Le temps de battage était conditionné suivant l'importance de la ferme. 1/4 de journée pour les petites exploitations et jusqu'à 2 jours à la ferme de la Queue de Rosée. Je me rappelle du battage de chez Pirou, là, dans la cour où il y a Didier Naudet qui habite maintenant. C'était là, la battue, elle venait là. Dans la cour chez Lambert, chez les Bernard aussi. Oui, c'est là où on allait surtout. Alors, il y avait 2 porteurs qui se relayaient, hein, voilà. C'était souvent Pierre Savard et puis son frère, Auguste, oui, qui était désigné, qui faisait les porteurs de grains. Saint-Bonneau, à l'époque, était très morcelé. Les différentes propriétés étaient séparées par des haies et fils de fer, provoquant parfois des conflits de bornage. Le remembrement par la suite mit fin à ces chamailleries. Les haies furent coupées, les bocages détruits et le charme disparut. C'était des petites parcelles, les petits prés, c'était joli. Hein. C'était que maintenant, c'est des grandes étendues, forcément. Mais enfin, c'est triste, je trouve. C'est plus triste. Je me souviens, on était envahis de papillons. Il y avait quand même beaucoup d'insectes, d'oiseaux qu'on ne voit plus maintenant. Hein. On allait voir au mar, voir la mare. Il y avait des grenouilles, des libellules. Ça grouillait. On peut croire que tout ça, ça allait disparaître. On ne pouvait pas croire ça. On n'aurait pas cru ça. Il y avait des grenouilles. C'était plein de libellules. C'est ça que je déplore. Fin novembre, c'était la Saint-Cochon. Beaucoup de maisons élevaient un cochon. Les gens tuaient le cochon. Il y avait Pierre Savard qui les tuait. Le cochon était saigné pour récupérer le sang pour le boudin et pendu sur une échelle par les pattes arrière, lavé et la peau grattée. Alors, il faisait bien ce qu'il fallait, il tuait le cochon, il grillait, enfin tu vois. Puis il faisait le boudin.
Il remplit les tripes, là. Je sais pas si c'était bien un peu. Enfin bon, ça fait maintenant, j'en voudrais plus. À ce moment-là, on n'était pas difficile, hein, on mangeait ce qu'il y avait. Il le découpait, puis on le mettait dans le saloir. Maintenant, dans le saloir, on mettait du sel et puis du vinaigre. On les laissait quand même un moment avant d'en prendre, qu'ils soient bien. Puis il y avait les jambons. Après, on les retirait, puis on les suspendait au plafond qui sèchent. Le boudin était partagé avec les voisins, qui, à leur tour, nous le rendaient lorsqu'ils tuaient leurs cochons. Les voisins, ils participaient, on emportait un morceau de cochon, du boudin, on s'entendait bien. Alors on était contents, puis ça faisait pas tout manger à la fois, comme ça, tu comprends, c'était pas pareil, oui. L'école s'arrêtait le 14 juillet, mais en juin, une fois par semaine, tous les gamins étaient mobilisés pour la chasse au dorifort. Munis d'une boîte, on ramassait ces petites bêtes pour sauver un maximum de plants de pommes de terre. Parce que c'était quand même une plaie, hein, les dorifores. Ça mange les feuilles des pommes de terre, et quand il n'y a plus de feuilles aux pommes de terre, elles ne poussent plus dans le pied. Voilà. L'instituteur, il nous disait, il faut venir avec votre boîte, puis on devait mettre du pétrole dedans, si je me rappelle bien. Un peu dans le fond, un petit peu de pétrole, ça, ils asphyxiaient. Et puis, on allait dans les champs. On en trouvait tant qu'on voulait, et puis on apportait ça à l'école. Alors la maîtresse les faisait brûler, les mettait dans le poêle. C'était une distraction agréable, oui et non, hein, parce que ça sent quand même mauvais. Puis ça colle aux doigts, le dorifort. À l'automne, l'arrivée de l'alambic occupait une bonne partie du pays. L'alambic, c'était un énorme engin pour faire cuire les prunes. Enfin, c'était surtout des prunes à Saint-Bonneau. S'il y avait des prunes, on les ramassait, puis on les portait pour faire de la goutte. Le propriétaire s'installait devant le puits à Chambon. Il se nommait Ramillon et le midi, parfois, il mangeait à la maison. De l'école, on apercevait l'animation en entrebâillant le rideau à l'insu du maître. L'instituteur, M. Marteau, était rigoureux et sévère. Et l'alambic, c'était une distraction pour les enfants, hein, pour les hommes aussi. Ah, il y avait du monde. Les gens venaient avec les tonneaux de fruits que l'on vidait dans la grande cuve en cuivre. L'eau puisée dans le puits refroidissait le serpentin et la goutte sortait dans un récipient. Et c'était de l'eau de vie de prune. Et puis, quand il y avait des pommes, on faisait du cidre. Et avec le résidu des pommes, ça faisait de l'eau de vie. Mais elle était moins bonne, celle-là. C'était de l'eau de vie de mâcheron. Les résidus de fruits répandaient une odeur agréable et étaient entassés dans le lavoir. Ça sentait. Ça sentait de loin, ça. Autre événement, le passage de l'étalon pour la reproduction des chevaux, mais c'était interdit aux enfants. Ah oui, ça c'est normal. L'étalon, c'était un petit cousin à ma grand-mère qui faisait toutes les communes avec son étalon. Alors il venait manger chez ma grand-mère quand l'étalon était attaché dans la cour. Mais c'était un très très beau cheval, un gros cheval. Je ne me rappelle plus comme race, c'était un cheval nivernais. L'étalon, il venait pour faire son travail, bien sûr, mais alors, il hennissait fort, hein. Puis il avait ses gros. Non, moi j'avais peur. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, les gamins, on était exclus un peu de ça. Moi, je sortais pas, hein. J'étais dans le fond de la maison, puis j'avais trop peur. Un colporteur italien avec son vélo équipé de grosses boîtes en bois passait une fois par mois environ. Il vendait de la mercerie et divers objets, briquets, couteaux, etc. Il s'arrêtait dans chaque maison. Je me souviens de mon premier couteau acheté chez lui. Il couchait chez mes parents. Alors, il couchait dans la grange. Il ne voulait pas coucher à la maison. Alors, le soir, il laissait son briquet, tout ce qu'il avait, sur la table. Il disait, je vais dormir. Alors, il mangeait avec nous le soir, il dînait avec nous. Il discutait peut-être un peu, je me souviens pas trop. Et puis après, il allait se coucher dans la grange, dans le foin. Il était gentil comme tout. Orlando, il s'appelait. Tu vois, je me rappelle, ça me revient. On l'appelait le gros marchand, parce que c'était un homme assez opulent.
Et puis, il avait de tout. Il avait une énorme boîte avec des tiroirs. Alors, c'était des brosses à dents, c'était des produits d'entretien, c'était de tout. Tous les mois également, le rétameur, appelé ferblantier, s'installait devant l'église. Les gens apportaient leurs récipients galvanisés pour qu'ils bouchent les trous. Ils refaisaient aussi l'étamage et l'affûtage des couteaux et ciseaux. On donnait des fois des casseroles s'il y en avait qui avaient besoin. Il récoltait il raccommodait les parapluies, faisait les baleines, tout ça. Et puis il étamait aussi. Le marchand de peaux de lapin, lui, passait en criant « Peau de lapin, peau !» Les gens sortaient leurs peaux de lapin, séchées et discutaient du prix. Je me souviens de ça, c'était courant dans les villages, ils étaient en vélo. Peau de lapin, on entendait ça dans les villages tout le temps. Peau de lapin, peau. Peau de lapin, peau. Mais, alors les peaux de lapin étaient séchées sur un morceau de bois et quand elle était sèche, on pouvait la vendre donc aux marchands de peaux de lapin. Je ne sais pas combien il les payait, pas bien cher, mais enfin... Peut-être 10 centimes, peut-être 20 centimes, je ne sais pas. Hiver 1943, le STO, service de travail obligatoire en Allemagne, tombe comme un coup près. Pour échapper au travail forcé en Allemagne, des milliers de jeunes Français préfèrent la forêt. Les maquis naissants recueillent ces réfractaires que la fuite va transformer en combattants. Au printemps 1944, les parachutages s'intensifient et l'espoir du débarquement fait affluer une nouvelle vague de volontaires. C'est dans ce contexte que le mouvement Vengeance établit un maquis dans la forêt de Primerie. 35 hommes au départ. Le débarquement du 6 juin change tout. En 2 mois, ils sont 260. Leur mission, sabotage, harcèlement des convois et des troupes allemandes. Le bilan est réel, mais dans l'ombre de ces actes de résistance, d'autres faits demeurent. Des débordements commis par de prétendus maquisards restent gravés dans la mémoire des habitants. Il y avait les purs résistants, mais il y avait aussi les autres. On ne savait pas à qui on avait affaire, les maquisards avec les maquisards. Les mauvais, on s'en méfiait un peu parce qu'ils venaient, ils s'occupaient pas si tu avais peur ou pas peur, ou besoin ou pas besoin. Ils venaient pour te cambrioler. Ouais, voilà. Puis te faire peur. Au Chaume, il y en avait un résistant, mais c'était pas un pur résistant. Mon grand-père, je me souviens que mon grand-père avait peur. Il était ancien gendarme et il avait gardé son revolver. Un de mes oncles était dans ce maquis. C'est vrai que ça, pour eux, c'était pas la joie. Enfin, c'était même des fois, en tant que gamin, on entendait des choses qui se passaient, comme couper un doigt pour faire voir le nombre d'Allemands qui tuaient. Alors, c'était pas gai. Oui, il y a eu des jeunes résistants du village, là, qui avaient entendu parler que les Allemands devaient passer à Saint-Bonneau. Alors, ils se sont postés à chaque carrefour du village. Mais c'était dangereux, ça. Alors, tout le monde voulait fuir. Les gens du village voulaient fuir. Mais personne n'avait de véhicule. Puis on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Les Allemands ne sont pas passés. Une chance. Dès la fin du mois d'août 1944, les troupes allemandes commencent à se replier vers l'est et quittent le département sous les harcèlements des maquis. Mais il faudra encore attendre près d'1 année pour que les Français prisonniers des stalags soient libérés et rapatriés. Après 5 ans d'absence, pour les enfants de prisonniers, les retrouvailles sont parfois confuses et déstabilisantes. Je me souviens que j'ai vu papa, mais c'était ça. J'ai dit monsieur. Il s'est mis à pleurer. Je disais dans ma tête, c'est pas tout à fait le même papa que les photos. J'ai eu du mal à réaliser. Il m'embrassait, évidemment, il me serrait dans ses bras, il m'embrassait. Alors, tout le monde était heureux autour de moi. Puis après on ne le quittait plus. On ne le quittait plus.
Ben non. On ne peut pas oublier ces choses-là. C'est pas possible.